Moi, j'avais proposé de présenter cette photo dans l'exposition. J'avais proposé ça à Sylvie en lui disant qu'elle était intéressante pour deux raisons que je vais vous donner. Enfin, il s'agit d'une des premières photos du Che qui a été prise quand il est arrivé à La Havane et qu'il a pris ses fonctions de ministre. Et j'ai fait des recherches, je ne me rappelle plus d'ailleurs qui a pris cette photo. Enfin, bon, peut-être en faisant quelques recherches, j'y arriverai. Et elle est intéressante pour cette raison-là, parce que c'est qu'elle n'est pas du tout une photo romantique, ni une photo de culte, etc. Mais c'est presque une photo d'identité, disons. Presque une photo d'identité du Che, qui est très bonne, qui est très vivante. Son expression est intéressante, etc. Et qui fut par la suite très travaillée au début des années 70 par l'école de cinéma de La Havane, qui a beaucoup travaillé sur cette technique photographique sur un matériau qui est un peu comme du plexiglas. Et donc il y a eu un tout petit tirage de cette photo à l'époque, mais elle a été un peu diffusée, mais très peu. Et moi je l'ai reçue de mes collègues de l'Académie des Sciences, de l'Institut de Géographie de l'Académie des Sciences, et entre autres d'ailleurs l'ex-secrétaire du Che, qui travaillait là aussi, et qui me l'ont offerte à mon départ quand mon contrat est arrivé à son terme. Et voilà, mais c'était pas du tout dans un esprit une promotion romantique et délirante du personnage, mais comme vraiment quelque chose de très sérieux par rapport à ce qu'avait été la révolution cubaine, et que c'est une reconnaissance à mon égard d'avoir travaillé avec eux là-dessus. Et voilà pourquoi je pensais qu'il était intéressant de la présenter. Et il n'y a pas d'autre. J'ai redemandé à Cuba, on n'en a pas tout partagé. Il est assez exceptionnel, je crois. Ah oui, voilà. Voilà, donc c'est tout. Vous avez un web, c'est je vous note, désolé. Il est presque aussi souriant que donc tu l'avais âgé, on a vu presque. Hélène, justement, merci beaucoup. Si vous voulez voir. Depuis 40 ans, il fait 40 ans. Il est en bon état. Alors, le second document absolument exceptionnel que Carlos Soria Galvano nous a apporté aujourd'hui, je vais le laisser le présenter. En fait, ce sont plusieurs documents absolument exceptionnels. Donc, les quelques peu, j'en bafouille, et qui avons eu déjà l'occasion de le voir, c'est qu'on a été tout retourné. C'est impressionnant. Donc, je ne sais pas si ça pourra passer dans toutes les mains, vous nous excuserez. C'est Carlos Soria qui va vous dire. Donc, n'allez pas penser qu'on a commis un crime, rien de tel. Bueno, hace algunos meses, en un café de La Paz, yo saqué de mi maletín este material de un amigo con el que estaba, se asustó, pero se puso libre y empezó a mirar a todos lados. ¿Cómo puedes tener esto? Él creía que era el original, en realidad se trata de una réplica. En el año 2009 ya, el Ministerio de Culturas de Bolivia hizo una réplica, casi exacta podríamos decir así, digamos. Richard Dino también los conoce, los ha tenido en sus manos. En fait, c'est le carnet, c'est un facsimilé et Y es el diario, la segunda parte, del 1 de enero al... Lo único que le falta aquí es una pequeña quemadura, seguramente el cigarrillo original. Por lo demás es lo mismo. Voy a avoir une traduction. facsimilé. Donc de Bolivia, está el sello.
Et alors vous, c'est peut-être sur l'agenda, vous voulez voir. C'est sur l'autre. Et avec le carnet, tu le retournes. Et... Una presentación del presidente Evo Morales. Esta edición se hizo en el año 2009 y se ha reservado para obsequios a personalidades que visitan el país. Yo logré pedir 2 ejemplares y logré traerlos aquí. Uno de ellos vamos a dejar a la universidad aquí, a Silvia, para que vean el mejor lugar donde se pueda ser útil. Y bueno, es una edición del Ministerio de Cultura de Bolivia ya que tiene algunos años, pero que tuvo mucho éxito y no se ha vendido, no ha circulado en el mercado, solamente se ha utilizado como obsequio para algunas personalidades que visitan el país. Y han tenido esto simpático de colocarlo en un pequeño morral. Ça, ça les vaut là. Eso es. Decía, lo único que le falta es una quemadura de cigarrillos ahí, claro, el original está bastante más deteriorado. Cigarro del Che, ¿no? Oui, attends. Donc j'ouvre, por ejemplo. Hay que recordar que los originales estuvieron a punto de ser rematados en Londres, en Sotheby's, y que se logró parar el remate y después recuperar este material. Como los mostré ayer, están guardados en una gaveta del Banco Central. Que es un trámite complicado para poder acceder a este material. Richard Ding no lo logró y después fue el camino que yo seguí, porque si a Richard Ding no le han dado, porque no me van a dar a mí. Y hice todos los trámites y cumplí los pasos respectivos y pude visitar durante 2 veces. Entonces, ¿podría recordar la historia de cómo llegó ese manuscrito en copia a Cuba? Bueno, es otra historia. Rápidamente. Copias fotostáticas que se sacaron en el Ministerio de Gobierno, una dependencia de la CIA en realidad, que una de las cuales fue al poder de Antonio Arguedas, que era el ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno. Una persona muy contradictoria, no se sabe por qué razones actuó de esa manera y mandó a Cuba. Él dijo que había mandado a una dirección que encontró en los religiosos, una dirección de, primero dijo que era de París, después de Frankfurt. En realidad lo había mandado con un amigo de él hacia Chile, a la revista Punto Final. La revista Punto Final le hizo llegar a Cuba. Hay que recordar que Arguedas es un personaje muy contradictorio, probablemente un agente doble que trabajó para la CIA y trabajó también para el otro lado, digamos. Y terminó de una manera abrupta el año 2002 con una bomba que le estalló en el mano. Es parte de esa maldición del Che que hablábamos ayer. Nosotros queríamos mencionar uno de los últimos, es justamente Antonio Arguedas, que el año ya 2002, después de tantos años, le estalló una bomba en la mano. No se sabe si la policía dijo que le estaba manipulando y que por error se explosión. Por favor, tú conoces este documento. Está la lista de las lecturas de Che. Sí. Por favor, enseñadla. Son 5 páginas de... Ah, c'est ça, d'accord, je comprends. Chez Grand Lecteur, ben voilà, c'est ça. 5 páginas. Son 5 páginas de puro lista del libro. Oui, je peux. C'est quoi les câbles? Attendez. Las tenemos también en forma digital, en imagen digital podemos... Claro. Y se lo encuentra también en digital en el sitio web chebolivia.org. Ah, j'ai l'impression que je porte le sensuaire entre les mains. ¿Ya? Et je le montre à Richard Guindo, parce que je peux vous montrer. Ouais. Que había perdido la cuenta, un encuentro en Chile sobre promoción de la lectura.
no tenía nada que ver con el Che, pero yo hice la ponencia del Che como lector, justamente para promover la lectura entre los jóvenes. Y este texto me sirvió, esta lista de los libros me sirvió para poder comentar, y además he hecho presentaciones de ese tipo en la Feria del Libro de La Paz, en la Feria del Libro de La Habana y también en la Feria del Libro de Buenos Aires. O sea que es un buen instrumento para incitar a los jóvenes a leer. Claro. Je vais être un peu traîtresse et raconter une anecdote que M. Guindo m'a racontée tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'il y a 3 personnes au monde, si je comprends bien, qui ont tenu le journal du Che entre les mains depuis qu'il a été récupéré. Le premier, c'était le ministre de l'armée, je crois, Bolivien. Le second, c'est Richard Guindo, qui est là. Et le troisième, c'est M. Soler Galvac, de son parmi. Il y a quelques agents de Socevis aussi qui vont porter à l'œuvre. Et lorsque. Alors, vous nous avez montré hier les photos. Je vous avais montré hier les photos justement de la consultation, hein, quand vous consultez le journal du Che, entouré de militaires, etc. Monsieur Guindo, en fait, a eu une autorisation spéciale pour 4 heures de contact avec le journal du Che. Il était également entouré par 4 ou 5 militaires. Et donc, il a pris les photos que vous allez voir tout à l'heure dans le documentaire, en fait, qui l'intéressait pour construire son film. Et depuis, il avait un regret, c'est qu'il n'avait pas eu le temps de photographier justement la page où figure la liste des lectures du Che et qu'il espérait pouvoir arriver un jour, enfin, avoir des arrêts comme il est. Vamos. Donc voilà, c'était la surprise du jour et bien, merci, muchísimas gracias. Je laisse la parole à Joaquín Mansi. Donc, on va être très bref pour dire que nous avons ici surtout la chance de revoir le film Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, qui a été montré pour la première fois, qui est sorti en 1994. C'est, à mon avis, l'un des plus beaux films consacrés à Guevara jamais fait. Et nous avons aussi la chance d'avoir Richard Guindo parmi nous. Donc, nous aurons l'occasion de parler avec lui, de lui poser toutes les questions qui nous taraudent depuis que nous avons vu ce film. Je voudrais surtout vous dire que le film est un documentaire, que le film est un documentaire extrêmement pensé, extrêmement écrit, qui recèle des qualités esthétiques assez évidentes et aussi des qualités, on pourrait dire, intellectuelles ou philosophiques qui sortiront tout de suite, qui sauteront tout de suite aux yeux. Donc je vous laisse les découvrir de vous-même et je compte sur vous pour nous poser des questions à l'issue de la projection de ce film. Merci. Quand je serai cinéaste, je ferai un film sur le Che, je ferai un film sur Inde. Donc j'ai attendu longtemps pour faire le journal de Bolivie du Che a été publié. Et évidemment, je l'ai tout de suite lu et j'ai tout de suite pensé, bien, ce serait un joli titre pour un film. Un joli titre pour faire un film. Le journal de Bolivie. Je me rappelle encore très bien comment j'ai eu l'idée de faire ce film à partir du journal. Parce que je suis un cinéaste du livre, je suis un cinéaste lecteur et c'est à cause du journal que j'ai fait le film. C'est-à-dire un objet cinématographique, comment faire un film sur le Che, qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie. Ce que j'appelle la vérité, elle est dans le texte, elle est dans les paroles et nulle part ailleurs. Le mythe du Che, justement, est parti sur une photographie, donc pas sur une vérité. La vérité, elle est dans le langage et nulle part ailleurs. Donc je cherche la vérité du Che en Bolivie. Qu'est-ce qui s'est passé, vu par lui-même. Il était le premier témoin de ce qu'il a vécu. C'est à cause de lui qu'ils sont allés là-bas, que Castro lui a donné
20 ou 23 soldats et officiers cubains en route avec lui, etc. Donc, si tu veux, ce qui m'intéressait, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie, aller sur les lieux. Dans les documentaires, on est toujours dans les lieux réels, dans les lieux de mémoire, dans les lieux d'émotion. Je ne suis pas journaliste, je suis pas universitaire, je ne suis pas historien, je suis vraiment un cinéaste de la parole et de la mémoire. Voilà, donc c'était un film très émouvant à faire, évidemment. Je ne suis pas un guévariste, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un adorateur, je suis trop suisse, trop démocrate pour tomber dans le piège de l'adoration. Mais j'ai évidemment beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui prennent les armes. Pas les terroristes, mais pour les gens qui prennent les armes pour combattre une dictature. Mais il faut dictature. Sans dictature, ça ne sert à rien. En fait, le Tché, ces hommes, c'est des gens extraordinairement courageux. J'ai rencontré 2 des 3 survivants de la guérilla à Cuba. J'ai demandé à Benigno, l'un des 2, il était déjà à la retraite à ce moment-là, de venir avec moi en Bolivie. Parce que même les Cubains, j'aurais pu les filmer à Cuba, mais je ne filme pas les gens ailleurs que dans les lieux de... C'est une question de principe cinématographique. Donc je voulais le filmer, Benigno, pour nous raconter comment l'encerclement et les dernières heures se sont passées. Alors il a demandé la permission au gouvernement, à Castro, mais ils ont refusé évidemment, parce que c'était trop dangereux et trop compliqué pour lui de venir en Bolivie avec moi. Voilà en quelques mots mes motivations. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'était que marcher sur place? Parce que la marche dans ton film est très importante. On entend des fois les gens s'essouffler. Et donc tu refais le parcours. Est-ce que tu te rappelles, toi qui es donc un gars des montagnes quand même? Non, je suis un villageois. Je suis né à Zurich et j'habite à Paris. J'ai horreur des montagnes. J'ai quitté la Suisse à cause de la montagne. C'est aussi dans les textes de ces paysans compatriotes. C'était intéressant pour moi de le savoir. Moi, je pensais que tu as refait la marche quand même. Si tu veux, je suis dans l'émotion du lieu réel. Donc, je marche dans les traces, littéralement dans les traces du Tché. Je regarde la Bolivie avec ses yeux, à travers son écriture, à travers son journal. Et si tu parles marche, pour moi qui n'est pas militant, qui n'est pas un discoureur, mais un travailleur de la mémoire, pour moi, mon film est une métaphore d'une marche dans la mort. Mon film, dramaturgiquement, est une marche dans la mort. Et de ce fait, je dirais, il m'a très personnel, à travers ma propre pensée, j'ai quelqu'un qui pensait par lui-même, tout en ayant lu beaucoup de livres, ça aide toujours, c'est dire qu'une métaphore de l'échec, de l'utopie révolutionnaire, telle qu'ont pu la vivre les intellectuels de ma génération. C'est-à-dire l'idée de l'intellectuel que tout est possible, que la révolution est possible, qu'on peut la faire par la force de sa volonté. Le Tché le dit dans ce journal, aujourd'hui je ne marche plus que par la force de ma volonté. Donc, le Tché est un homme d'acier, c'est un homme qui avait un caractère d'acier, un homme d'une volonté de faire, qui faisait aussi partie, qui était le résultat de sa lutte permanente, sa vie durante contre la maladie, contre l'asthme. Le petit garçon qui voulait devenir asthmatique pour ressembler au Tché. L'asthme, ça s'hérite, c'est une maladie psychologique. Et donc, toute sa vie, il a lutté contre sa maladie, et en Bolivie, ça devenait très très grave, très difficile, parce qu'en plus, il n'avait plus de médicaments. Les dernières 2-3 semaines, ou quelques semaines, il n'avait plus de médicaments, donc il est dans une situation de maladie, une situation très compliquée. Voilà, donc mon film, je le comprends comme ça, comme une métaphore de l'échec, à travers l'échec du Tché, en tant qu'intellectuel, de la rêverie révolutionnaire. Je dis ça en tant que Suisse. Le rêve révolutionnaire n'est nulle part plus éloigné qu'en Suisse. Pour ton film, il y a 2 voix qui comptent, c'est la voix féminine et la voix masculine de Jean-Louis Trintignant. Tu pourrais nous dire quelque chose sur... Oui, c'est simple, je veux dire, la voix de Trintignant, c'est tout simplement la voix du Tché.
dans mes films d'écriture, dans mes films de littérature, je pars toujours du texte de l'auteur. Je traite le Che comme un écrivain, c'est-à-dire un auteur d'un journal. D'ailleurs, le Che l'a dit un jour, si je n'étais pas un révolutionnaire professionnel, je serais devenu écrivain. Il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup aussi la littérature française, d'ailleurs. Hugo, etc., des grands français. Sa mère était très francophile, comme tu nous as appris aujourd'hui. Et donc, là où le Che ne parle pas, moi je ne parle jamais. Dans mon cinéma, c'est toujours l'autre qui parle. Et je mets à la disposition de la parole de l'autre. Je le lis, je suis en accord avec cette parole, je m'identifie avec cette parole, et là où la parole se tait, ou là où elle n'a pas encore commencé, parfois je suis obligé de mettre un commentaire, simplement pour donner des faits historiques nécessaires à la compréhension du film. Mais objectivement, mon souhait est de ne jamais parler moi. Je suis simplement un lecteur, un traducteur de certains. Et j'ai fait une machinerie de cinéma, j'essaie de faire mon film. C'est-à-dire regarder comme l'autre, parler avec la voix de l'autre, faire renaître la voix du mort, faire renaître le mort lui-même, et puis le regarder mourir à travers la marche dans la mort. C'est ça la dramaturgie de ce film. ¿Puedo hacerle una pregunta? Oui, ¿de où? Ah, pardon. Mi nombre es Beatriz Mena y vengo de Bolivia, acompaño a Carlos Soria. Hay una inquietud que yo tengo siempre, una preocupación, ¿me entiende, no? Porque ahora hemos tenido la barrera del idioma, no hemos entendido mucho, al menos yo no he entendido, me hubiera gustado entender un poco más sobre el español e inglés. En todo caso, yo cuando ocurrieron estos hechos históricos en mi país, en Bolivia, tenía apenas 12 años. Y al tiempo de publicarse el diario en un periódico de mi país, con mis 12 años, tuve la inquietud de guardarlo, de leerlo, y lo tengo hasta ahora. Carlos lo ha visto, muy viejo y el periódico. Me pregunto, los hombres que escribimos historia, dejamos todo esto para las generaciones que vienen, respecto a su trabajo, ¿qué difusión ha tenido? ¿A qué idiomas ha sido traducido? Bueno, con subtítulos. Ha habido inquietud por la gente joven, sobre todo, porque es para ellos que dejamos esto. Muchos hemos vivido el hecho histórico, pero ¿cuál es la reacción de gente más joven? Por ejemplo, en este evento a mí me ha llamado la atención gente muy joven que está estudiando la temática del Che a detalle, pero ya en un material así audiovisual, ¿qué repercusión ha tenido? ¿Qué países ha visto? ¿Qué impresión? Sobre todo la gente joven, porque entre nosotros podemos contarnos una vez más la historia. Hacia atrás, de lo que viene detrás. Aujourd'hui, mon film a un peu disparu. Oui, allez-y. Moi, j'ai à peu près compris, à ma grande surprise. J'ai tout compris. Est-ce que quelqu'un peut résumer ça? Elle demande la répercussion qu'a eu le film, où est-ce qu'il a été vu, et surtout s'il a eu de la répercussion sur les publics jeunes. Elle dit qu'elle est âgée, qu'elle voudrait savoir est-ce que les jeunes ont pu ou peuvent voir le film. Ton film. Ce film-là. Quelle a été la diffusion de ton film en général Je vais vous raconter comment ça s'est passé en Bolivie. J'ai donc, jadis, quand le film a été fait, j'ai envoyé une copie du film à mon assistant bolivien, à Cochabamba. C'est un film 35 mm. Le film a été tourné en vidéo, parce que j'avais peur que l'armée prenne le matériel. Et j'ai préféré de filmer en vidéo pour que l'armée puisse voir ce que nous avons filmé pour ne pas détruire le matériel. Et donc, j'envoie ma copie à mon collaborateur et je lui demande de chercher un lieu de projection à Cochabamba. Et on fait la première du film à Cochabamba. Et il m'a dit, on va faire ça dans la maison populaire de ma ville. Comme je suis suisse, je me méfie des maisons de culture populaire. Je me suis dit, certainement leur projecteur ne va pas marcher. Je ne crois pas qu'un projecteur 35 mm marche dans une maison populaire en Bolivie. Alors je suis allé 2-3 jours en avance et j'ai dit, non, je suis allé le jour de la projection. Le jour de la projection, on est allé. J'ai demandé un test, avant, 1 heure avant, et évidemment le projecteur ne marchait pas.
Et à ce moment-là, il y avait déjà 400 personnes devant la salle de la Maison du Peuple. Alors, comme je suis cinéaste, j'ai remarqué qu'il y avait une salle de cinéma à côté de la Maison de la Culture et du Peuple. J'ai donné $200 à mon colorateur et j'ai dit, donne ces $200 au projectionniste de la salle de cinéma qui montre un film américain et demande-lui de montrer le Che à la place. $200, c'est beaucoup d'argent pour lui, donc il a fait ça, il a été d'accord. Et à cela, il y avait 2000 personnes, 2000. Ils sont entrés dans cette salle de cinéma qui était très grande, et très longue, très sombre, très catacombiste. Mais en fait, c'est très émouvant dans cette espèce de noirceur dans cette salle, 2000 têtes qui vous regardent et qui regardent le film. Et donc, après, on a fait un débat, etc. Et c'est là que les gens ont appris ce qui s'était passé avec le Che. Ils ne savaient rien. Et donc, après, le propriétaire de la salle a appris qu'on a montré ce film dans sa salle et que les gens n'ont rien payé. J'ai demandé l'entrée gratuite. Alors je lui ai dit, bon d'accord, vous faites une deuxième projection et vous demandez de l'entrée. Il y avait de nouveau 1500 spectateurs. Après je suis allé à La Paz, j'ai montré le film à la Cinémathèque. Et après je suis monté à Santa Cruz, etc. Et en 2 mois, il y avait 10 000 spectateurs. Et après, j'ai donné la copie du film à la Cinémathèque de Bolivie. Et j'ai dit, bon, je vous la donne, vous faites ce que vous voulez. Et puis, beaucoup de gens en Amérique latine ont vu ce film. Dans d'autres pays aussi. Mais aujourd'hui, le film ne circule plus. Là. De temps en temps, je reçois une demande de gens comme ici de voir le film. Le film était en vente sur Arte, etc. Mais enfin, aujourd'hui, si vous voulez, le Che n'est plus vraiment d'actualité, je veux dire. Et donc, mon film, non plus. Maintenant, mon film n'est plus qu'un document historique, en quelque sorte. Maintenant, les jeunes, ils cherchent ailleurs. Et nous, on n'est plus très jeunes. Ouais. Nulle part, encore. Attendez, je vois. Est-ce qu'il y a une question, là? Tu as une question? Oui. Comment expliquer que le recrutement de soldats de guerrieros a été aussi faible dès le départ et la préparation à terme de 1 mois aussi courte? Hein? Si tu veux, à l'époque, une guérilla se déplaçait la nuit pour ne pas être repéré par les maires des petits villages et être aussitôt dénoncé à l'armée. Donc pendant des mois, le Che avec ses hommes se déplace la nuit d'endroit à l'endroit, mais il n'avait jamais l'occasion de rencontrer qui que ce soit, puisqu'il voyage la nuit. Et il se déplaçait la nuit, pour se cacher tout simplement. Et donc un jour, les Boliviens, les camarades boliviens du Che, faisaient partie de cette troupe, ont commencé à rouspéter et à dire qu'est-ce qu'on fout là? On ne voit jamais un paysan, on ne voit jamais une paysanne, on ne voit jamais des villageois. Qu'est-ce qu'on fout? On combat pourquoi? Pour qui? Et alors le Che a décidé de se découvrir. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dans ce premier village où il parle avec Peredo, avec les villageois. Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein? Oui. Et donc c'est la première fois qu'ils se sont montrés en public. Je veux dire, le jour, déplacement de jour. Ensuite, ils sont allés près d'un village à Iguera, où il y avait les 2 femmes qui parlent dans le film. Mais à ce moment-là, le Che et ses troupes étaient déjà dénoncés par le maire de ce premier village. L'armée a donc su où ils sont, les ont encerclés, et c'était la fin. Voilà. Donc il n'y a jamais eu le moindre contact, si tu veux, entre la population et le Che. La population ne savait rien de rien. Les journaux ne faisaient que mentir, censurés par le gouvernement, etc. Donc il n'y avait rien. Je voudrais revenir sur les conditions du tournage en fait. Donc vidéo, vous avez suivi le journal du Che, repéré des gens que vous avez interviewés, donc je veux savoir comment s'est fait le choix, notamment de la sélection de cette institutrice qu'on a revue récemment dans un documentaire, et enfin, je trouve son témoignage est remarquable, d'écrit, c'est le chemin de croix qui a été écrit, c'est extraordinaire. Je voudrais vous savoir aussi, si justement vous
imprégné l'armée. Alors, est-ce que vous êtes contenté de filmer des paysages ou des chemins et que vous avez fait un montage après avec les photographies du journal prises au Banco Central? Voilà, c'était voilà, ces conditions, les conditions du tournage, aussi bien que les sélections des témoins et le montage. Et puis j'avais aussi une question au niveau du cheval blanc. Alors je sais bien que vous avez un cheval blanc, on est d'accord? Mais la première fois où il apparaît presque un paysage bord de l'eau, quelque chose de presque onirique, moi ça m'a refait penser au cheval blanc de la dernière séquence du film d'Elia Kazan sur les Zapata, où il s'enfuit et Zapata est mort, mais l'idée elle continue. Donc est-ce que c'est moi qui surinterprète ou est-ce que vous avez... C'est trop de matériel là, je perds le film. Allez, citer point en point, d'une manière pratique et concrète. Donc, comment tu as fait avec les témoins? Là, si vous voulez, j'ai fait un premier voyage qu'on appelle de repérage avec mon collaborateur, mon collaborateur assistant bolivien. Il a vécu à Zurich et je connaissais de la Suisse. Et là, on a rencontré les villageois, etc. Donc là, on a fait les repérages essentiels. Et d'autres témoins, je les ai vus au cours du tournage. Loyola Guzman, évidemment, je l'avais déjà rencontré à La Paz, etc. Est-ce qu'il y a eu des témoins qui ont refusé de tourner? Par exemple, tu le crédites à la fin, Gary Prado. Oui, je mets attention. Non. Gary Prado est le chef du soldat Oui, naturellement. Non, mais ça, je le sais. Non, mais c'est pour toi. Mais j'ai réfléchi, si j'ai essayé d'interroger des officiers de l'armée bolivienne. Je ne crois pas que j'ai essayé. J'avais pas envie, parce que mon film n'est pas de type journalistique qui oppose une opinion à une autre. Tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le récit, l'histoire racontée. De mon côté, mon histoire, l'histoire de ceux et de celles, il y a aussi la mienne, etc. Donc, des gens qui racontent leur histoire, ça ne va pas tellement dans ma logique de cinéma. Mais Prado, je l'ai rencontré donc à Santa Cruz, et on a fait ensemble un débat, on a montré le film, on a fait un débat ensemble. Lui, c'était plutôt un libéral, d'ailleurs il était sur une chaise roulante, il était victime d'un attentat parce qu'il était trop libéral pour l'armée. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, j'ai battu le Che, je vais vous battre aussi. Dans le débat. Bon, c'est un militaire un peu, esprit un peu rétréci. Mais enfin bref, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et votre institutrice? Et l'institutrice, mon collaborateur la connaissait, tout le monde la connaissait, tout le monde savait qu'elle était cette femme-là qui avait apporté à manger au Che. Les Cubains, quand j'ai fait des débats en France, jadis, quand le film était sorti, et il y avait des Cubains dans la salle, tous ont prétendu que c'est faux, que c'est pas possible que cette femme aurait parlé avec le Che. Est-ce qu'on peut se concentrer là? Je ne sais pas pourquoi, les Cubains, ça les énerve que cette femme aurait eu le droit de parler avec le Che. Prado me l'a confirmé, évidemment, c'est la mère du Che. Elle est la mère de cette femme qui a fait à manger aux soldats et aux officiers, et elle a demandé à la fille d'apporter l'assiette au Che aussi. C'était normal. Et le Che avait refusé de parler avec les officiers. Il a refusé de parler avec la CIA. Il y avait un type de la CIA, il a refusé de répondre à la question, parce qu'il voulait savoir où sont les autres, évidemment. Il voulait savoir où est-ce que tu as pris rendez-vous avec les autres pour après la bataille, et évidemment, il a refusé de répondre. Donc, quand arrive une femme, à elle, il parle, c'est normal. Il y a une anecdote qui est racontée, Che aurait corrigé une phrase écrite à la craie sur le tableau, elle a dit « là manque l'accent » sur la conjugaison du verbe. Là, j'en sais rien. Mais enfin, j'ai filmé le tableau noir, c'est effectivement la phrase géométrique qu'il y avait au moment où le Che était. Ça, c'est très, très, très beau. Et donc, cette femme, elle est habillée en noir, elle porte une blouse noire. Pourquoi? Parce que son oncle est mort 2 jours avant. C'est un pur hasard. Pour moi, disons, vicieusement dit, c'était une chance parce que ça la rendait encore plus belle, plus intéressante, plus dramatique, plus tragique, etc. Mais c'est un pur hasard. Des hasards qu'on retrouve dans le cinéma documentaire.
Est-ce qu'il y a encore une autre question que j'aurais passée? Oui, la banque, le tournage du journal à la banque. Oui, quand vous avez monté en fait les photos du journal Duce, les photos de l'extérieur, et puis après j'avais la question sur le cheval. Non, oui, une après l'autre. D'ailleurs, je ne me rappelle pas du cheval blanc. Je me rappelle de Triolet, un cheval blanc de Elsa Triolet. Non, si vous voulez, le film, quand je suis cinéaste de lecture, je lis le journal Duce, je fais des choix, je choisis les jours que je veux citer, les jours les plus importants, pour lesquels il y avait le plus à dire. Donc je choisis les jours importants où il a écrit des choses importantes pour le film intéressant à filmer. Et donc avec le choix de mes pages et de mes phrases, je suis allé à la recherche des images. C'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, chez moi, il y a d'abord le texte et ensuite les images. C'est contraire à la nature du documentaire, où vous avez d'abord les images, et encore des images, et toujours des images. Moi, je crois beaucoup à la parole. Et je crois à la parole qui dit ce que les images ne peuvent pas montrer. Et contrairement à la légende cinématographique, il y a des choses que les images ne peuvent pas montrer. C'est le langage. C'est ce que nous sommes, d'où nous venons. Notre intérieur, notre vérité humaine, on ne peut pas la montrer dans les images, contrairement à la légende cinématographique. Si vous voyez un tableau autoportrait de Gauguin, de Rembrandt, c'est magnifique, mais qui est Gauguin, personne ne le saura jamais. Si on veut savoir qui est Gauguin, il faut lire ses écrits. J'ai fait un film sur Gauguin, c'est pour ça que je le sais. À travers ses écrits, en montrant, en passant ses tableaux. Enfin bref, c'est ça qui m'intéresse. La parole, la vérité dans la parole, donc la vérité du Che, elle est dans son journal. Je veux dire, la vérité du combattant, du militaire professionnel, de l'insurrectionnel, etc. Voilà comment je procède. D'abord les paroles et ensuite, je cherche les images. Sur les lieux de la parole, sur les lieux de l'image, sur les lieux du journal. C'est comme ça que je procède. Et après, c'est facile, hein? Non, c'est facile. La naine, elle était toujours là. Exactement dans la même maison. Vous voyez, c'est que depuis l'histoire du Che, rien n'avait changé. Strictement rien. Les mêmes personnes habitaient aux mêmes endroits. Et pourquoi plutôt la naine que la boitreuse? J'ai les deux. J'en ai l'une sans l'autre. Non, il y a les deux. Et ils étaient toujours là. Ça, c'était l'intéressant de ce type de... Est-ce que tu es conscient du potentiel humoristique de certains témoignages et du fait que tu les aies montés comme ça? Parce que là Clémentine te le sert sur un plateau, mais il y a d'autres plans où il y a une dimension humoristique, notamment lorsque Douma meurt, on l'enterre, et donc les deux frères, tu te rappelles? Les deux frères reprennent un tout petit peu l'attitude de Guevara. Ça se passe surtout par contraste entre la bande de son et l'image. On entend au loin soit des animaux, soit des oiseaux, et ça te crée un contraste qui, pour certains, et notamment pour la façon dont on parle les deux autres femmes aussi dans le village, une dimension légèrement comique, quoi. S'il y avait du comique, ce serait aussi un pur hasard. Un cadeau du réel. Bonjour. C'est pas une question en fait, je voulais juste vous remercier. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. J'ai vu votre film pour la première fois, j'aurais plus trop me rappeler quand, mais ça devait être au début des années 2000 parce que j'avais une charge de cours à l'université à Lyon et je faisais un cours sur le Che entre histoire et mythe. Et donc je ne sais plus dans quelles circonstances m'avait échu une copie VHS de votre film. Et c'est un film qui depuis m'a hantée et m'a accompagnée. Donc je suis restée exprès pour le voir sur grand écran parce que je l'avais toujours vu. Grand écran. Et c'est pas vrai. Je pense que enfin, vous contentez de peu. Oui, c'était déjà mieux que ce que j'avais vu. Et donc voilà, c'était vraiment juste pour vous remercier parce que je pense que vous avez parlé de l'émotion. Et j'ai souvent de la réticence par rapport à la manipulation de l'émotion, surtout dans le champ du documentaire. Et je crois que votre film est vraiment d'une richesse esthétique et éthique absolument inépuisable. C'est un film plus que bouleversant, pour moi c'est vraiment un film déchirant
sur ce desencuentro terrible entre des réalités humaines qui étaient tellement aux antipodes qu'elles se sont croisées, qu'elles se sont ratées. Et voilà, merci. Merci. Merci à vous. J'entends pas souvent ces choses. Mais parce que j'étais au Mexique, je vais tout de suite encore dire un mot là. Mon dernier film, j'ai arrêté de faire des films politiques. J'ai plus de sujets, je fais maintenant la littérature, la musique, mais je travaille toujours la mémoire, le langage, la poésie, la trace. Là, je viens de faire un film au Japon sur un journal de voyage d'un poète japonais du XVIIe siècle. Encore une marche à travers le Japon, une marche dans la mort, aussi à travers un journal. Mais je voulais dire quelque chose, j'ai oublié ça par rapport à ce que vous venez de dire. L'émotion. Ah oui, l'émotion. Si vous voulez, il y a dans mon cinéma, il y a de la distance et de l'émotion. Du laconisme aussi. Parce que je ne me mets pas, moi, en avant. Je me garde dans l'ombre. Mais moi, je suis toujours dans un état d'émotion. Mais que je refoule, je ne vais pas passer mon émotion à moi au spectateur. Mais je dis que la mémoire est profondément émouvante. Se rappeler des morts est profond et émouvant et nécessaire. Objectivement, c'est l'objet même de la culture. C'est-à-dire, la culture, c'est d'abord ne pas oublier les morts. Et au Mexique, par exemple, il y a eu un grand mouvement de 68. Il y avait les Jeux Olympiques qui sont approchés. Les Américains, dont le président des Jeux Olympiques était un Américain de droite, d'extrême droite même, tout le monde avait peur que les étudiants empêchent les Jeux Olympiques. Donc, ils ont fait un massacre de manifestants pacifiques. Hein? Oui, sur une place dans un quartier populaire. Donc j'ai fait un film là-dessus sur les morts, un requiem pour les morts. Je travaille pour les vaincus, pas pour les victoires. Je déteste les vaincus. Je préfère les vaincus. Parce que les victoires se transforment en général en défaites. On l'a bien vu dans l'histoire du socialisme. Mais, et puis on a bien vu Napoléon, après la Révolution, qui fait tuer des centaines de milliers de gens dans ces guerres absurdes ailleurs, surtout en Russie, etc. Donc, si vous voulez, moi j'aime les vaincus. J'aime les opprimés, j'aime les désespérés, je dirais pas j'aime les défaites, mais je compatisse avec la défaite, non pas avec la défaite. Donc mes horizons politiques, historiques, si je peux le dire, en tant que Suisse allemand de Paris, c'est la Commune de Paris, c'est la République espagnole, j'ai fait 2 films sur la guerre d'Espagne, et c'est la guérilla du Che, c'est-à-dire des grandes défaites douloureuses et émouvantes. La victoire n'est pas émouvante. Quand j'ai vu dans les rues de Paris, au Faubourg Saint-Antoine, il y a maintenant 7-6 ans presque, quand M. Hollande a gagné les élections présidentielles, et j'ai vu ces jeunes courir dans les rues, dans les faubourgs avec des drapeaux rouges, je dis merde, qu'est-ce que vous êtes cons. Dans 2 semaines, c'est terminé. Dans 2 semaines. Ah, surtout ne vous réjouissez pas. Dans 2 semaines, c'est terminé. En fait, c'est triste quand même, hein, les espoirs déçus. Et je compatisse avec ces espoirs déçus. Oui, oui, moi je suis frappée quand même par la dimension tragique du film. Ça marche? Oui, merci. Bon, moi je suis frappée par la dimension tragique du film. Le film nous montre une tragédie. Une tragédie, cet homme qui va vers un destin, quelque chose qui le dépasse et qui le conduit à une mort inévitable. Mais pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, alors Julie a parlé de l'émotion, toi tu as parlé de moments d'humeur, d'humour dans le film, mais moi je suis frappée par une image formidable. Le Che a été tué, il est enfermé dans cette pièce et on voit à travers la fenêtre ouverte un arbre en fleurs. Ça m'a violemment frappé. Et ça, peut-être pour moi, c'est ce qui casse la dimension tragique du film. Voilà. Je suis content que vous avez vu cette fenêtre et mon regard adressé. Ah oui.
par exemple, ça c'est du cinéma. Oui, c'est du cinéma. Et par exemple, quand je suis sur le lieu où le Che est mort, j'ai réellement filmé ce lieu-là. La maison a été refaite, totalement rénovée, c'était plus la cabane où ça a été. Donc l'entretien avec l'institutrice, je le filme dans une autre école du village, dont l'intérieur correspondait tout à fait à l'ancienne école, mais l'école du Che, l'école où il a été assassiné, à l'extérieur était totalement rénové. Et donc le sol était toujours le même, et j'ai remarqué que là où le Che, à peu près, a dû tomber, presque mort sur le sol, j'ai remarqué dans le sol une espèce de coupure, une fissure qui ressemblait à un squelette d'homme. Et alors je filmais ça, et puis je levais la tête et je vois cet arbre en fleurs que vous avez si joliment remarqué. Et donc évidemment ça c'est le regard du cinéaste. C'est aussi la dialectique, parce que moi je suis aussi un enfant de la dialectique évidemment. Que les gens autour ne toujours n'avaient pas compris. C'est sans la dialectique, on ne comprend pas le réel à mon avis. Et le cinéma documentaire est, si vous voulez, un art très dialectique. Il y a l'image et le son, il y a le présent, le passé, il y a le noir et blanc et la couleur. Le documentaire est fondamentalement dialectique. Et si on a compris cette dialectique, il est très facile de faire des films documentaires. Il suffit d'avoir un bon sujet et de connaître la dialectique. Et d'avoir des yeux ouverts. Je voudrais vous remercier aussi comme pour cette film, pour cette mise en image du journal et par la société aussi du film. Et j'aurais 3 questions, une ou deux, enfin en tout cas, disons vous dites que vous ne voulez pas faire, enfin que vous ne faites pas du documentaire journalistique et je m'excuse à l'avance parce que je vais poser des questions qui vont plutôt dans le sens du contexte et pas du texte. Et les photos en noir et blanc qui illustrent la guérilla. Et qui a pris ces photos? Où est-ce que vous les avez trouvées? Est-ce qu'elles sont connues? C'était qui faisait ces photos? Parce que c'est comme une illustration aussi. Bon, ça c'est après. Les photos, ce n'est pas des illustrations, des photos, c'est des lumières, c'est le réel, figé au lieu de l'image qui se déroule. Quand j'ai fait les repérages, donc quand je suis venu en Bolivie pour la première fois, quand je suis un curieux, je regarde tout, rien ne m'échappe, j'ai vu dans une vitrine d'une librairie un livre d'un général bolivien, je l'ai aussitôt acheté, et j'ai remarqué qu'il venait d'être publié, et j'ai remarqué qu'il y avait des photos du Che que personne n'a jamais vues. Alors j'ai compris en déduisant avec la logique du cinéaste, dont ce monsieur possède les négatifs des films que le Che a lui-même pris en photo. Il a trouvé les films du Che que le Che avait enterrés dans le campement quand ils ont dû partir ailleurs. Donc ce général a piqué les films, il les a gardés. Selvic. Hein? Selvic. Je ne me rappelle pas comme ça. C'était un lieutenant général à la retraite. Donc je l'ai retrouvé. Je lui ai dit, j'ai compris que vous avez négatif des films du Che. Est-ce que je peux vous les acheter? Je peux vous les emprunter, je vous payerai quelque chose. Alors, comme mon film était bien financé par la télévision publique suisse, par l'État suisse, étonnamment, la Suisse finance mes films sur le Che et d'autres. Et donc, je lui donnais 1000 ou 2000 $, et il m'a prêté les négatifs, j'ai tiré les photos. Et après, je lui ai rendu les négatifs, et elle m'a dit, oui, ma femme n'était pas contente, elle a dit, j'aurais vous demandé beaucoup plus d'argent. J'ai dit, comme vous les avez donnés, à mon avis, c'est pas mal payé. Enfin bref, donc voilà comment j'ai trouvé les photos essentielles. Donc j'ai toute une collection de toutes les photos qui concernent le Che en Bolivie. C'est des documents, c'est pas des illustrations. C'est des documents. Et souvent dans une photographie, on voit plus de choses que dans un film. C'est dans des images filmées qui se déroulent. Il y a des moments de vérité captés par une photo que souvent tu ne retrouves nulle part ailleurs. Donc il ne faut pas sous-estimer la force de témoignage
et la force de beauté de la photographie. Ça fait encore partie de la dialectique documentaire, c'est-à-dire les images filmées et les photos, etc. Est-ce qu'on peut... Oui. Bonsoir, je voudrais à mon tour vous remercier. J'ai vu des quantités de documentaires sur la question. Le vôtre, bon, je ne sais pas pour vous, le film, je ne vous flatterai pas en vous disant que c'est le meilleur, c'est ce que je pense, je vous le dis du fond du cœur. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a profondément bouleversé pour une raison simple. Nous sommes dans la guérilla. La marche vers la mort du Che, nous y sommes avec lui, nous l'accompagnons, et c'est d'autant plus poignant que tous ceux que nous voyons ne sont pas jeunes. Tous ceux que nous voyons ont vécu les événements, mais n'ont pas l'âge du Che au moment où le Che avait été tué. Donc nous les vivons en direct et en même temps a posteriori. Ça, c'est magnifique. Un autre élément qui me vient à l'esprit, là, il y a de très nombreux combats qui jalonnent le parcours du Che en Bolivie. Nous n'entendons pas un seul coup de feu. Les seuls coups de feu que nous entendions sont présents au moment de la mort du Che, au moment de l'assassinat du Che. J'en viens à ma question parce que je me fais long. Quand vous êtes arrivé à La Higuera, vous avez trouvé comment La Higuera? Première question. Deuxième, en rapport avec la première, les habitants de La Higuera, quand ils ont su que vous faisiez ce film, ils vous ont reçu comment? Si tu veux, quand j'arrive dans un lieu, je cherche les images. Donc, comment j'ai trouvé ce village, c'est ce que j'ai filmé. Par exemple, une idée cinématographique, c'était le Che est dans le noir, ou presque noir, dans sa cabane, prisonnier, et on entend un cheval la nuit. C'est parce que dans la journée, j'avais vu un cheval passer. Et je demande au caméraman tout de suite, filme ce cheval. Là, je dis, c'est ça, je filme ce que je vois. Il n'y a pas d'autre surprise que de filmer le réel. Qu'est-ce que l'image peut montrer au-delà de ce qui est invisible? C'est-à-dire, je travaille dans une invisibilité dans la mesure où il n'y a plus grand chose à filmer. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, la Bolivie, c'est une exception, parce qu'il n'y a rien de changé. Sinon, en général, le réel change d'année en année, et c'est trop tard. Donc, si tu veux, ma quête est, qu'est-ce que je peux filmer? Et qu'est-ce que je peux montrer avec mes images? Et c'est toujours le même problème. Il y a des choses que tu ne peux plus montrer. Moi, je suis toujours dans ce cas de figure, presque toujours, où il n'y a plus rien à montrer. Je reviens sur le lieu. Maintenant, au Japon, j'étais 300 ans en arrière, donc là, j'ai engagé des acteurs, des amateurs. Un moine qui joue le poète, parce qu'il était bouddhiste de scène, etc. Là, je peux faire un film sur un révolutionnaire comme sur un bouddhiste. Un moine bouddhiste, je veux dire, pour moi c'est objet de cinéma. Comment j'ai fait mon cinéma, comment je réalise ma philosophie du cinéma. Et donc, voilà, qu'est-ce que les gens de La Higuera. Ah oui, évidemment, ils étaient sympathiques, tu as bien vu, je les ai filmés. Non, ils étaient curieux. Il faut dire que j'ai payé. Par exemple, dans le village, j'avais les moyens, j'étais riche. Par exemple, dans le village précédent, où il y avait les 2 femmes qui parlent, ce village, on est allé le visiter pendant les repérages. Et là, on a réuni tous les villageois, et j'ai remarqué qu'il n'y a que les 2 femmes qui parlent. Les hommes ne disaient rien, ils restaient à l'arrière, un peu dans l'ombre, en quelque sorte. Donc, j'ai demandé, devant tout le monde, via mon assistant, est-ce qu'on peut vous filmer, les 2 femmes? Est-ce que les autres sont d'accord qu'on filme les 2 femmes? Elles-mêmes, évidemment, est-ce qu'elles sont d'accord? Mais elles sont d'accord seulement si les hommes sont d'accord. Et donc, elles ont dit d'accord si vous financez l'électrification de notre village. Alors, j'ai demandé à mon assistant, ça coûte combien? Et il m'a dit $2000. Je dis seulement $2000? Bon, d'accord, on va les payer. Et à Higuera aussi, j'ai financé des choses, j'ai financé des médicaments, parce que les Cubains ont transformé cette école dans laquelle le Che était assassiné en dispensaire médical. Et donc, j'ai payé $1000-2000 pour les médicaments. C'est comme ça que j'ai fait. Oui. Alors, bon, ok.
Alors, ce film, c'est la première fois que je le voyais, et il est vraiment excellent. Vraiment très très bien fait. Et justement, comme l'a dit monsieur, vous avez retracé un petit peu le chemin du Tché, on a fait cette marche vers la mort du Tché. Et pour vous qui avez vécu ce moment, vous qui avez réalisé ce film, vous qui avez interviewé face à face ces personnes, à la fin de votre film, quand tout était terminé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que je me suis dit? Faisons un autre. Faisons un nouveau film. Et surtout, ça fait quoi de marcher sur les traces de cette histoire? C'est ce que j'appelle l'émotion. Par exemple, quand j'avais le journal original du Tché dans mes mains, c'était un moment très émouvant. Je crois qu'on n'est que 3 personnes dans le monde qui ont eu le journal du Tché dans leurs mains. Et je crois que je suis la seule personne au monde qui a 50 doubles pages de ce journal en couleur, parce que moi j'ai photographié en couleur. Si vous voulez, je raconte tout de suite l'histoire du journal, comment je l'ai retrouvé. J'ai rencontré une Belge, une guide de touristes belge. J'ai tout de suite compris que c'est une fille intelligente, débrouillarde, et qui connaissait tout le monde à la place. Je veux dire la bourgeoisie, les gens d'en bas. Et je lui ai dit, bon, je te paye pendant 6 mois, et tu me trouves le journal du Tché. J'ai demandé une lettre de recommandation à l'ambassade suisse, parce que mon film était financé par le gouvernement, je veux dire par l'aide au cinéma, etc. Ils m'ont facilement fait une lettre de recommandation, et elle a cherché pendant 6 mois, elle m'a cherché ce journal, qui se trouve au 4e sous-sol de la Banque nationale de la Bolivie. Il y avait un dictateur qui avait voulu vendre le journal du Tché à Londres, dans cette fameuse Sotheby's machin, et il a été renversé, car à l'époque il renversait un dictateur tous les 3 mois, tous les 6 mois, et le nouveau gouvernement a demandé le rapatriement du journal. Et de ce fait, le journal est aujourd'hui dans les mains des affaires étrangères, et non pas des militaires. C'est pour ça que j'ai eu la permission. Et j'ai attendu les gens là, et il y avait un représentant du gouvernement, du ministère de l'Affaires étrangères, un représentant de la haute cour de la Bolivie, 3 secrétaires et 3 policiers avec des pistolets mitrailleurs qui nous ont surveillés. Et pendant 2 heures, j'ai photographié donc ces 50 pages. Évidemment parce que je savais exactement quelle page il me fallait pour le film. Donc voilà comment j'ai vécu ce moment quand même très émouvant, d'avoir dans vos mains, vous qui vous êtes un homme de mémoire du passé, qui cherche à faire revivre les morts et le passé, c'est particulièrement émouvant d'avoir un journal. Déjà tout à l'heure, quand notre ami bolivien a montré une copie de ce journal, c'est très émouvant évidemment. C'est des moments rares dans une vie. Hein. Ça fait partie de la gloire de notre travail de documentaire. Donc je voudrais poser peut-être pas une question. Donc il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée au cours de ce documentaire, c'est quand Che Guevara dit à un moment, à 39 ans, il dit « Je commence à réfléchir vraiment sur mon avenir de guerrier ». Ça veut dire que ce personnage, ça montre à quel point il était très stoïque, il percevait quand même qu'il allait mourir et qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Et donc je trouve que ça c'est touchant. Et une deuxième question, c'est qu'il me semble avoir entendu dire que c'est maintenant en Bolivie, depuis 2009 avec les Maurice, que le Tché commence à devenir populaire, qu'il reprend son discours, qu'il fait faire des choses au niveau des jeunes. Donc je ne sais pas si... Si vous voulez, ce qui m'a frappé en m'approchant du personnage, c'est par exemple, il a dit apparemment à sa mère qu'il ne va plus jamais rentrer à Cuba. C'est très étrange. C'est que peut-être il a pressenti sa mort, ça il a de toute façon pressenti, c'est certain, ça faisait partie de sa logique. Je pars et puis probablement, peut-être, je ne survivrai pas. Le Tché avait un courage exemplaire, comme tous ces hommes. Par exemple, quand j'ai rencontré à Cuba Benigno, et plus tard de nouveau à Paris, quand il a quitté Cuba pour des raisons politiques, je demandais, ce moment-là, quand vous avez vu les troupes boliviennes, le matin, en vous réveillant, parce qu'ils dormaient dans la forêt, évidemment,
il voyait sur les crêtes des collines tout autour des soldats de l'armée bolivienne. Il était totalement encerclé. J'ai demandé à Benigno, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as eu peur? Il dit non, on n'a pas eu peur. On a réfléchi comment s'en sortir. Je veux dire, c'était des gens d'un courage héroïque, il n'y a rien à dire. Et après, pendant des mois et des mois, ces survivants ont combattu l'armée bolivienne qui cherchait à les capturer, les exécuter, etc. Ils ont réussi dans tous ces combats à survivre, à part un qui est mort. Je veux dire, c'est des gens exceptionnels. Et le Che était entouré, et il n'avait foi que dans des combattants absolument professionnels. Je veux dire, des militaires armés, totalement professionnels. C'est pour ça qu'il a envoyé le Régis Debré. On n'a jamais très bien compris ce que le Régis Debré foutait chez le Che, mais le Che lui a fait comprendre tu servirais mieux à Paris, tu pourrais chercher de l'argent, collectionner de l'argent, etc. Seulement, il y a des perroquets. Un jour, un perroquet français a dit le Curelero Debré. Et depuis, tous les perroquets français parlent du Curelero Debré. Il n'a jamais compris, il n'a jamais eu une arme dans la main. Enfin, bref. Donc voilà, le Che n'avait de la confiance et de la foi qu'en des combattants. Il savait, je suis mort, je suis entouré d'amateurs. Oui? Moi, dis-le, c'est pas si. En fait, j'ai remarqué aussi qu'il y a quelque chose de très spirituel dans le film, dans le sens où le Che a un petit peu cette allure de Jésus. Déjà, par rapport à la mort, bon, la mort ne ressemble pas très. Je ne sais plus à quel tableau. Cristo mort, le Che, déjà. Et en fait, il y a surtout cette idée justement il passait de village en village en essayant de convertir les gens un petit peu, en répandant la bonne parole du socialisme, en disant que nous on n'est pas comme ça, en expliquant justement c'est quoi le socialisme. Et voilà, en fait, j'ai vraiment l'impression que le Che il a fait c'est son chemin de croix. Objectivement, ça, il n'était pas le seul, Jésus n'était pas non plus le seul qui avait fait son chemin de croix. En fait, ça fait partie de l'imagerie mythologique. Mais en fait, c'est aussi des coïncidences, des répétitions dans l'histoire, des images qui reviennent dans l'histoire de l'humanité. Mais lui, évidemment, il n'a pas cherché ça. Mais il a dit, d'ailleurs, devant l'ONU, quelques années avant, je suis prêt de mourir pour les pauvres de la planète Satan. Lui, son credo, c'est il faut aider les autres. Et là où il y a une énigme dans sa vie, pas vraiment résolue à mon avis, c'est pourquoi il est parti avant la fondation du nouveau congrès du nouveau parti communiste. Et est-ce que Castro était content ou pas content? Je ne vais pas vous raconter ce que j'en pense là-dessus, mais c'est quand même étonnant que le Che ne voulait pas être membre du nouveau parti communiste cubain. Et il est parti parce qu'il voulait donner un signal. Moi, je pars, je vais aider les autres, je ne m'incrusterai pas au pouvoir. C'était ça sa vraie légende. C'était pas un homme qui cherche le pouvoir. C'était un homme qui voulait aider tous les autres. C'est requis aussi dans le film que les plans que tu as tournés à La Havane sont très très beaux, notamment le plan final sur le Malecón, la mer, et les plans que tu as tournés aussi au ministère sont magnifiques. Tu as disposé des feuilles de papier, le calendrier. Comment ça s'est passé à La Havane et quel regard tu as quel regard tu as eu à l'époque sur Cuba? Si tu veux, c'était très difficile d'avoir la permission de filmer dans son bureau. Vu que Cuba est évidemment une société très bureaucratique, pour des raisons qu'on connaît, qui sont évidentes, qui font partie de talons d'Achille du socialisme, c'est-à-dire la bureaucratie et puis la dictature. Le Che avait une vision du socialisme sud-américain d'un type nouveau. Le Che déjà était un peu déçu de ce qui se passait à Cuba. Si on lit son journal d'Afrique, il fait une remarque très, très intéressante là-dessus, que les Cubains ont tout oublié de censurer, parce qu'ils n'ont pas pu le lire très bien avant de publier ça. Mais il était tellement radical, il était tellement quand même un peu romantique aussi sur le plan historique, pas sur le plan pratique, là c'était un révolutionnaire armé. Mais historiquement, il y a du romantisme, de la rêverie, de l'utopisme. Et donc, il était déjà déçu un peu de ce qui se passe à Cuba, donc il voulait aller ailleurs. Son vrai rêve, c'était la révolution marchande. Donc, il aurait été le leader, et là, il aurait essayé d'instaurer un socialisme de type totalement différent,
pas bureaucratique. Maintenant, allez m'expliquer comment on va faire le socialisme sans bureaucratie. Mais enfin, comme elle était un intellectuel, il savait très bien la faiblesse du socialisme. Évidemment, c'est le danger, la faiblesse, c'est la bureaucratie, plus la dictature. Quand il est parti de Cuba avant l'Afrique, il a fait un dernier discours aux hommes de son ministère de l'Industrie. Et son collaborateur économique m'a raconté que le Che faisait un dernier discours à ces hommes et femmes dans son ministère, où il a parlé essentiellement du bureaucratisme. Comment peut-être éviter un jour, dans un modèle de type différent, cette lourdeur dictatoriale des imbéciles bureaucrates. Et attends, une dernière chose, je vois encore une chose. Je crois que j'ai commencé à avoir de l'Alzheimer là. Parce que sur le bref, j'oublie aussi. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, et cet homme-là, je vous raconte ça comme une anecdote pour vous montrer un peu le caractère du Che. Il m'a dit, j'étais un jour dans son bureau, il y avait un téléphone de sa femme, la femme du Che qui l'appelle, son mari. Elle lui dit, l'autre a écouté, il a entendu, elle lui dit, est-ce que tu peux m'amener, tu peux faire venir chez moi ton chauffeur avec la voiture? Et le Che lui aurait dit, prends l'autobus comme tout le monde. C'est ça le Che. C'était pas un bourgeois, il n'aurait jamais été un bourgeois. Il était d'origine bourgeoise, mais bon, tout le monde était d'origine bourgeoise. Mais une chose, une fois je suis allé visiter sa maison. J'avais un ami français qui me conseillait et j'ai demandé qu'il m'amène devant la maison du Che, la maison dans laquelle il a vécu en tant que ministre. C'est une toute petite baraque, beaucoup moins grande que n'importe quelle baraque d'un fonctionnaire du Parti communiste. Et la femme du Che, de la veuve du Che, était en train de nettoyer partout. Donc elle faisait ça elle-même, la veuve du Che. Donc c'était un homme de ce genre, hein, c'était un dur et pur. Et si quelqu'un revenait trop tard au travail, il a tout de suite travaillé. Donc il rentre à la maison, je ne travaille pas des gens qui sont pas à l'heure. Avec ces hommes en Bolivie, il était très, très dur aussi, il était très autoritaire, militaire. Il écrivait des ordres du jour, hein, et personne n'avait le droit de le tutoyer. Sauf ses deux plus proches collaborateurs qui avaient déjà combattu avec lui à Cuba et qui connaissaient de longue haleine. Mais tous ceux qui n'avaient pas connu personne, que Fidel Castro et Raúl Castro lui ont donné en quelque sorte, c'était des volontaires. Mais quand même, c'était des hommes que Che n'avait pas rencontrés avant. Et donc, tout le monde n'était pas très content de lui, il n'était pas très populaire là-bas. Il le trouvait trop cassant, trop autoritaire, c'est son côté argentin. Enfin, pour dire, il est très peu cet idéal photographié de Gorda du photographe avec le Pérez, etc. Là, c'est le mythe, c'est le mythe. Enfin, c'est un homme physiquement assez attirant, mais enfin, c'est un homme qui a vraiment une vision très très dure, un peu autoritaire. Il pense qu'il faut de l'ordre, il faut la pointe, sinon on est mort. Voilà un peu mon idée. Je ne dis pas tout ce que je pense. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce sont des choses, des aspects dont on a parlé hier au travers du documentaire, au travers du document, au travers des interventions de certains collègues. C'est vrai qu'avec votre vision, on aurait eu justement quelqu'un qui avait travaillé voilà, sur le climat et puis dans un type de cinéaste. Donc c'est un complément à ce dont on avait parlé hier. Voilà ce que vous avez fait toute journée de ça. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? Merci Richard. Oui, merci.